Je vais essayer. Alors, je vais vous infliger un exercice dont je n'ai pas pu me départir. Je suis réduit à écrire mon intervention parce que, d'ailleurs, on s'en est rendu compte en se téléphonant pour préparer. Les conversations peuvent durer 1 heure sur des sujets pareils et c'est en général le défaut de nous autres paysans. Nous avons peu l'habitude de cadrer nos propos. Comme on est habitué à mener nos vaches à travers les champs avec des ficelles et des clôtures, je me suis obligé à écrire ce que je vais vous dire et vous, ça va vous rendre peut-être la situation inconfortable. Je vais essayer de le faire le moins possible. Voilà. Donc ce que je vais vous dire, vous exposer, d'ailleurs déjà en partie été conforté par les propos des intervenants précédents, c'est une réflexion sur la construction d'un prix qui a bientôt 40 ans. Ça fait 40 ans que je fais de la vente directe. C'est une action recherche, car l'action a précédé la recherche et a rendu nécessaire la recherche pour tenter de rendre compréhensible et acceptable des contradictions vécues quasi quotidiennement. Pratiquant la vente directe des produits alimentaires, il a bien fallu que je réponde de façon plus ou moins satisfaisante à quelques questions. Qu'est-ce qu'un prix rémunérateur? J'ai constaté que les prix offerts par la filière longue ne me permettent pas d'obtenir un revenu suffisant à mes yeux, et c'est une précision importante, et que l'obtention de ce revenu dans ces filières, obligée à l'augmentation du volume produit, les marges étant faibles, et obligée aussi à se battre pour obtenir des revenus connexes, notamment des subventions publiques. L'exercice de la vente directe permet alors de récupérer une bonne partie de la valeur ajoutée captée en filière longue par des intermédiaires, transformateurs ou metteurs en marché, vendre directement mes produits aux consommateurs m'amenait aussi à faire plusieurs constats qui ont une incidence sur l'idée qu'on peut se faire du prix, de la construction d'un prix. J'invente un nouveau métier, je réinvente d'ailleurs et plus juste, producteur, transformateur, vendeur, donc je découvre des contraintes en termes de quantité de travail. J'augmente le revenu de ma ferme, mais est-ce en mesure avec l'augmentation du temps de travail constaté? Deuxième constat, nous vendions à des prix dont la plupart d'entre nous étaient bien incapables de dire comment ils avaient été fixés. Et cela n'a pas beaucoup changé. Je l'ai constaté en transmettant mon exploitation il y a peu. Troisième constat, il est devenu vite évident que les producteurs en vente directe ont pour clientèle un segment de la population française, segment caractérisé socialement, culturellement et économiquement. Nous ne nous adressons pas à l'ensemble du corps social, soit par choix pour certains d'entre nous, soit par évitement de la question à d'autres. Ce prix rémunérateur est-il du coup un prix juste? Sinon, comment peut-il le devenir? Il est alors temps pour moi de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la construction d'un prix. L'explication la plus commune de la construction d'un prix veut que les prix s'établissent à travers la loi de l'offre et de la demande. Un mécanisme naturel que Jean-Christophe évoquait tout à l'heure ferait se rencontrer les vendeurs et les acheteurs. Les prix s'établissent comme l'équilibre des plateaux d'une balance Roberval. Les lois de la gravitation seraient à l'œuvre dans l'établissement d'un prix. Toute intervention, entrave, avantage, protectionnisme ou dumping sont déloyales, opposées à la meilleure allocation possible des ressources. Voilà la première des explications qui est donnée. Dans ce cadre idéologique, les politiques comme la PAC sont liées à des défaillances de marché. Elles se doivent être temporaires. Le marché naturel doit reprendre sa place le plus rapidement possible. Et le terme naturel est là pour faire ressentir l'idée forte qui est derrière une telle vision. Dans une bonne économie, les rapports de force n'existent pas, ils ne sont pas nécessaires. Du coup, c'est aussi la nature des choses, que certains soient plus riches que d'autres, que certaines tâches soient toujours assurées par les mêmes. La nature récompense les meilleurs travailleurs, les meilleurs entrepreneurs. Constatons tout de même que ceux qui acceptent cette loi en sont souvent les premières victimes, les paysans les plus libéraux qui, dans la rue, réclamaient des prix rémunérateurs il y a peu de temps. Et si les choses n'étaient pas aussi naturelles que ça? Car dans le fond, les politiques temporaires comme la PAC
deviennent plus durables que les systèmes qu'elles soutiennent. Et nous constatons par ailleurs que certains d'entre nous, parfois, s'exonèrent des profits monétaires les plus grands, suivant à qui ils s'adressent. Où trouver alors des éléments d'analyse permettant de se faire une autre religion de la construction des prix? De toute évidence, celle-là nous rend incrédules. Dans des observations faites par l'anthropologie, et notamment dans les marchés de gré à gré de poissons, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Bretagne, les observations nous disent que les prix, en effet, prennent peu en considération la loi de l'offre et de la demande et font bien plus de place à des éléments subjectifs non quantifiables facilement. Quelle lecture pouvons-nous en faire qui nous permettrait de sortir des impasses évoquées plus haut? Des choses qui semblent de bon sens. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Pour qu'il y ait un acheteur, il doit avoir les capacités d'acheter et conserver ses capacités. Pour qu'il y ait un vendeur, il faut que la vente lui permette de survivre durablement. Et redisons bien que nous souhaitons que l'un et l'autre voient ces conditions remplies durablement. Le prix à payer pour un produit va s'établir entre ces deux bornes, l'une inférieure et le coût de revient du bien vendu. Vous ne pouvez durablement vendre en dessous de ce prix sans disparaître du marché. L'autre borne supérieure est le prix au-dessus duquel la subsistance de l'acheteur est alors mise en cause, au-dessus duquel il ne pourra durablement acheter. Vous ne pourrez pas vendre au-dessus de ce prix sous peine de voir disparaître l'acheteur. Entre ces deux bornes, l'échange existe. En deçà, au-delà, le marché s'évapore par disparition d'une des parties. Entre ces deux bornes, l'échange existe, plus ou moins satisfaisant pour l'un ou pour l'autre. Et il revient alors aux deux parties, acheteur comme vendeur, d'évaluer ses bornes, la sienne et celle de son partenaire. Il ne faut pas que l'acheteur veuille faire descendre le prix en dessous du prix de revient du vendeur. Inversement, le vendeur ne peut pas espérer un prix supérieur au prix de licence de l'acheteur. Les intérêts des partenaires sont antagonistes, mais ils sont solidaires. Ce n'est plus de la mesure du prix des choses dont il est question, mais de la mesure dans le prix des choses. Entre deux bornes, le prix se forme par la mobilisation des ressources de chacun dans un rapport de force auquel participent les quantités d'offres et de demandes, et pas seulement, et sans doute d'ailleurs pas surtout. Voilà, rapidement résumé, le constat à partir duquel il est possible d'examiner la mise en œuvre de la justice dans l'échange. Un échange juste, donc équitable, doit se donner pour but de permettre durablement la bonne vie du vendeur comme celle de l'acheteur. Évident. Certes pas, car la loi de l'offre et de la demande dit le contraire, dit que le meilleur dit que c'est le meilleur qui subsistera pour le bien de tous, car c'est la nature des choses. Un exemple suffira sans doute pas, mais au moins montrera cela. Aujourd'hui, 40% du prix d'un tracteur rémunère des logiciels. Impossible de dire que c'est une quantité de travail contenue dans ces logiciels qui est ainsi rémunérée, qui est ainsi évaluée. Par contre, si on se pose la question de ce qui nous oblige à consentir à cela, de ceux au pluriel qui nous obligent au pluriel à consentir à cela, alors on voit apparaître un besoin de réciprocité. Et le prix est là, l'illustration de la dissymétrie dans les besoins de réciprocité. Il n'y a pas une bonne mesure dans ce prix, puisqu'une partie non négligeable de la collectivité à qui il est destiné ne peut accéder au bien. Et quand on ajoute ce que disait Jean-Christophe à l'instant, que la dissymétrie ainsi obtenue est soutenue par des politiques publiques coûteuses, nous mesurons notre faible poids, pour ne pas dire notre absence, dans la détermination de ce prix. Les prix, comme ça, trop haut quand nous achetons, trop bas quand nous vendons, sont le reflet de deux choses. Le mauvais choix économique, la cogestion, des politiques agricoles communes, des politiques agricoles françaises, et le peu d'intérêt pour certains de notre présence sur le marché. Car dans l'échange,
Le prix n'exprime pas la valeur des produits, mais seulement le besoin réciproque de chacun des œuvres de l'autre. Le prix d'une chose est le reflet de ce à quoi nous consentons, de plus ou moins congé. Ce que nous devons rechercher, c'est la mesure dans l'échange, pas la mesure des biens échangés, et ça fait toute la différence. Et pour cela, l'enseignement à tirer de ce rapide survol est le suivant. Nous devons connaître les deux bornes entre lesquelles se forme un prix, ce qui revient à dire que l'acheteur sache ce qui est une bonne vie pour le vendeur, et que le vendeur, réciproquement, sache ce qui est une bonne vie pour l'acheteur. Pour ce qui nous concerne, par exemple, l'acheteur doit connaître ce qui est contenu dans le prix de revient de son alimentation, ce que nous mettons dans ce prix de revient, comment comptons-nous le temps de travail, dont je disais à l'instant que la rémunération n'est pas à la mesure des efforts fournis. Pouvons-nous expliquer à quoi nous consentons quand nous acceptons des rémunérations monétaires faibles? Comment comptons-nous l'investissement nécessaire à la production et éventuellement le remboursement des prêts afférents et des intérêts attachés? Comment intégrons-nous dans nos prix le coût des politiques publiques agricoles? En premier lieu, le versement des primes aux revenus. Les acheteurs savent-ils que beaucoup des fermes ont un revenu inférieur aux primes qui leur sont versées? Quid de ces versements dans la réalisation du capital en fin de carrière? Et tout simplement, pourquoi faut-il capitaliser en agriculture? Et pourquoi faut-il que ce soit le paysan qui capitalise en agriculture? Toute question sérieusement évitée aujourd'hui. Nous, paysans, nous devons connaître aussi la capacité d'achat des clients, et pas seulement de ce que nous voyons. Sinon, nous reviendrions à la question d'un prix rémunérateur sans être équitable. Sans être économiste, il nous faut connaître suffisamment de la politique économique pour savoir comment se constituent les revenus de nos contemporains, quelle vie mènent ceux qui sont nos clients, mais aussi et peut-être avant tout ceux qui ne sont pas nos clients. C'est en découvrant que nous n'avions plus de voisins que nous avons cherché une agriculture durable. C'est en disant qu'il nous importe plus d'avoir des voisins qu'une ferme compétitive que nous instituons la durabilité en agriculture. Nous pouvons renoncer à des rémunérations importantes, à des modes de vie dispendieux pour conserver des voisins. Le rapport de force évoqué plus haut n'est alors que l'expression de la force que nous mettons à vivre ensemble, de l'appétit que nous avons à vivre ensemble, à affirmer la nécessité de ce besoin d'échange en lieu et place de besoin d'échanger les biens. Car le prix révèle notre consentement à payer. C'est le prix à payer pour pouvoir vivre ensemble. Et quand le prix est bâti sans cette mesure dans le prix que nous revendiquons, alors certains ne peuvent plus vivre ensemble, ne peuvent plus vivre avec nous. J'en arrive à la conclusion, je te rassure. Il ne nous faut pas fuir ce rapport de force. Il nous faut être présent, être là en connaissance de cause, affirmer haut et fort qu'un prix équitable ne s'obtient pas par nature, mais par un travail conséquent, constant, dont celui entamé par la PSCE est une part. Travail qui, à travers l'élaboration du prix équitable, permet aux paysans de renforcer son autonomie et aux consommateurs d'abandonner, du moins pour un temps, le caractère mécanique de son acte d'achat. Dépasser l'utilitarisme pour durer. À travers l'élaboration de la justice dans le prix, montrer que l'appétit que nous avons à vivre ensemble, et qui est sans doute un autre nom de l'appétit amoureux dont parlait tout à l'heure notre ami Patrick Villon. Voilà, merci.